Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le troisième épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hiller, créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Delphine Rémy-Boutan, fondatrice de la Journée de la femme digitale et Business Angel. Bonjour Delphine. Bonjour Patrice. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu sais déjà que tu es la première femme au micro de ce podcast? Bah écoute, j'en suis honorée et j'espère qu'il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres après moi, surtout. Ah oui, t'inquiète pas, on s'impose effectivement derrière une équité, parce que pour nous, c'est très important de cette équité d'avoir des femmes et des hommes pour qu'on puisse effectivement avoir toutes les visions de ce marketing advocacy. Alors avant de rentrer dans l'échange, je voulais quand même rappeler qui tu étais, mais effectivement, si beaucoup de personnes te connaissent, Delphine, en fait, tu as été donc chez IBM depuis Londres, directrice du marketing, puis directrice de la communication sur la zone IMEA, et enfin directrice du social media worldwide en 2006-2012, là où on s'est connus effectivement donc il y a quelques années maintenant. Et tu fondes en 2012 The Bureau, ton groupe de communication internationale, d'abord à Londres, puis à Paris. Et en parallèle, en 2012, tu crées la Journée de la femme digitale, qui est devenue depuis 10 ans un accélérateur de croissance internationale incontournable pour les femmes de la tech en Europe et en Afrique. Rendant hommage à Margaret Hamilton, tu as créé le prix Margaret sous le haut patronage du président de la République française, qui récompense chaque année des femmes ambitieuses, entrepreneurs et intra-entrepreneurs d'Europe, d'Afrique et désormais du Canada, qui changent le monde grâce à la technologie et l'innovation. Tu as reçu la Légion d'honneur en 2016 pour ton engagement et plus récemment, tu as lancé Arvert, une société d'investissement indépendante en venture capital qui finance la croissance d'entreprises technologiques innovantes, fondée ou confondée par des femmes qui saisissent de nouvelles opportunités de rupture et mettent la performance au service de l'humain et de la planète. Pour synthétiser ton parcours, Delphine, tu es donc une entrepreneuse et investisseur business angel et tu es experte dans le sujet de transformation communication, d'entrepreneuriat féminin et de la place des femmes dans la tech. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ton parcours, Delphine? Oui, en fait, si tu veux, c'est vrai que c'est l'idée, c'est que en fait, la JFD est effectivement devenue, au fil des années, plus qu'une journée unique. On a le club, le JFD Club désormais, les JFD Night. Pour tous nos membres, nos partenaires, on organise des événements tous les mois, donc on se réunit pas juste une seule fois par an. Et puis au-delà de l'aspect événementiel, on est un think tank, puisque chaque année on publie une étude. Et notre mission a toujours été la même depuis 2012, hein, autour de 3 piliers d'action majeurs. Un, la formation, l'accès à la formation. Deux, l'accès au financement des femmes entrepreneurs. On le sait aujourd'hui, le gap est immense et on se doit de regarder cet aspect-là aussi. Et puis enfin, ce troisième point qui est l'aspect des rôles modèles. Il faut des rôles modèles, on a besoin d'exemples, on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu, je le dis souvent. Et donc, finalement, la JFD, c'est une entreprise à mission qui aujourd'hui accompagne les partenaires qui ont besoin de relever les défis d'aujourd'hui, qui doivent s'adapter aux changements, innover, se développer, anticiper les forces qui façonnent l'avenir de leur écosystème. Eh bien, pour les accompagner, ils ont besoin d'un partenaire audacieux, visionnaire, exemplaire et engagé. Et JFD est ce partenaire de choix, et le groupe La Poste a été partenaire depuis le premier jour. Et le groupe La Poste, effectivement, a été aussi également mon premier client. Mais j'en reparlerai quand, effectivement, j'ai quitté IBM pour rentrer en France. Et je suis rentrée chez IBM en 97. Donc, on n'avait pas encore les emails à l'époque pour échanger en interne. Donc, j'ai Eh ben, l'impression écoute, d'être voilà, je vieille. pense que on a une présentation exhaustive et effectivement, quand tu parles de JFD, c'est les journées de la femme digitale pour les gens qui ne connaissent pas forcément cette partie-là. Alors, Delphine, toi, effectivement, on vient d'en parler, hein, tu es une observatrice avertie de toute cette évolution de la transformation numérique. Et aujourd'hui, je voulais revenir avec toi pour connaître ta vision de l'évolution des réseaux sociaux ces dernières années. Peux-tu nous en parler?
Mmh. Et oui, bien sûr, juste la JFD n'est pas une journée, c'est un accélérateur de croissance pour les startups tech. Mais tu l'as dit avant, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de sortir de juste la journée. Il y a une journée qui est le 17 avril et qui se tient tous les ans. Et l'idée, c'était justement qu'il n'ait pas de chef d'orchestre pour cette journée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, JFD qui peut devenir autre chose et qui peut être autre chose, qui veut dire autre chose, qui n'est pas juste une journée. Je Ok, voulais juste le redire parce que pas de souci. c'est important pour justement le développement à l'international et tout ce qu'on met en place pour accélérer la réussite des femmes de la tech. Donc, moi, depuis, je quitte Paris dans les années 90 pour Londres et je rentre chez IBM effectivement en 97 et de 2006 à 2012, j'avais en charge effectivement cet aspect de transformation en un social business après que IBM ait montré la vision d'un e-business de devenir un social business. Et donc je me souviens d'être allée à South by Southwest en 2006 et c'est Twitter qui naissait. Donc on avait Facebook qui était créé à peu près dans ces années-là, qui sort des États-Unis en 2008. Donc on était vraiment au balbutiement en fait de ce démarrage de ces réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. J'avais d'ailleurs à l'époque, pour la petite histoire, proposé à la grande entreprise dans laquelle je travaillais de racheter Twitter. Et j'avais mis 6 mois pour faire un business case euh, pour vraiment dire qu'il fallait qu'un grand groupe technologique rachète un réseau social tel que Twitter. Et on m'avait dit que c'était une mauvaise idée. Et j'avais dit, un jour, un grand groupe technologique rachètera un réseau social. On a vu que Microsoft l'a fait avec LinkedIn. Donc, on a vraiment, nous, travaillé à l'époque, avec cette mission qui était à la mienne à l'époque, de travailler avec toutes ces toutes petites startups qui démarraient et avec qui on a vraiment euh, partagé en fait le savoir-faire d'une grande entreprise comme dans laquelle j'étais, d'écrire leur term and condition. On travaillait beaucoup aussi sur SlideShare. Et donc, on avait vraiment à cœur de collaborer avec ces entreprises, mais aussi de les aider à grandir. Donc, on voit aujourd'hui que l'évolution des réseaux sociaux, elle est assez fascinante parce elle a monté en puissance. Et je pense que peut-être une chose peut-être à noter, c'est cette montée en puissance des contenus vidéo qui aujourd'hui, finalement, bah, change la donne puisqu'on n'écrit plus, on regarde et on écoute. Donc ça a vraiment, vraiment, vraiment changé. Et puis, cette utilisation des réseaux sociaux par les entreprises pour que les collaborateurs deviennent des ambassadeurs de la marque, et on en reparlera. Et pour moi, ça, c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que les réseaux sociaux étaient d'abord, en fait, un outil B2B et pas tellement un outil B2C. C'est après que les réseaux sociaux sont devenus B2C. Quand Facebook est né, on disait la personne qui est sur Facebook, ça veut dire qu'il n'a pas de vie sociale, il s'ennuie, il est sur Facebook. Et puis au fil des années, on s'est dit, bah, si on n'a pas de vie sociale, on ne peut rien poster sur Facebook. Donc il y a vraiment eu cette évolution assez profonde en fait sur la façon dont on consomme l'information, on interagit avec les marques. Et c'est pas les marques avec qui on interagit, c'est les humains en fait. Et donc cet ambassadorship qui est devenu finalement une norme et qui est qui vraiment transforme la façon dont on communique et dont on consomme en fait. Merci de toutes ces précisions. Mais justement, pour revenir à toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, est-ce que tu as alors tu as ça peut être évolué aussi, hein, parce que comme tu le disais, il y a des réseaux sociaux, il y a une évolution. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as, donc, un réseau social préféré dans ton activité au quotidien? Alors, bah, moi, j'ai toujours eu une passion pour Twitter. D'ailleurs,
alors X, pardon, mais je suis d'ailleurs sur X @Delphine, parce que j'étais la première en fait Delphine à aller sur ce tout petit réseau social, encore une fois, que j'avais découvert à South by Southwest. Et c'était Jack qu'on avait rencontré, avec qui on avait fait le premier Social Media Summit à New York en 2006. Quoi. Donc, pour moi, ce réseau social-là, c'est celui que je préfère parce que il est court, on va à l'essentiel et il est très business. Voilà, j'ai moins. Alors aujourd'hui, LinkedIn a pris une place significative dans le quotidien, est devenu. Voilà, avant, on- il était. On, on- on donnait pas, on donnait le choix aux collaborateurs d'être présents sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et puis on voit que un réseau social comme LinkedIn s'ajoute des fonctionnalités comme le LinkedIn Live. Mais bon, c'est Twitter qui l'avait inventé, cette partie qui avait d'ailleurs été complètement ensuite effacée. Mais le Twitter Live, je ne sais plus si tu te rappelles comment ça s'appelait à l'époque, Vine. Vine. Ah oui, avant qu'ils ont racheté effectivement, qui Ouais, étaient des petites scénettes, ouais. voilà, et donc tout ça, enfin pour moi, donc pour répondre, mon réseau social préféré, c'est celui-là, c'est Twitter. OK. Alors, on s'est aperçu, dans l'introduction que tu avais, donc tu es très, très active, et en fait, on nous pose toujours la question, donc à leaderadvocacy.com, ou en tout cas, on nous oppose, des fois aussi cette solution-là, c'est de dire: «Bah, non, écoute, j'ai vraiment pas le temps, comment faire?» Bah, justement, la question aujourd'hui, c'est comment toi, tu arrives à gérer, avec le peu de temps que tu as, tes réseaux sociaux? Mais en fait, ça fait partie de mon travail. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je me mets en plus. Ça fait partie, en fait, du travail d'une entrepreneur, de quelqu'un qui doit aller, se connecter, quelqu'un qui doit aller faire du business. D'ailleurs, mon premier contrat en France, avec le groupe La Poste, à l'époque, avait été, grâce à un tweet que j'avais fait à Nathalie Collin. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a réussi à se connecter. Donc pour moi, il n'y a pas du travail qu'on doit faire, etc. Et puis à côté, comment tu fais pour moi, c'est une partie intégrante. Et il me semble que justement, il faut commencer par ça. Il ne faut pas faire que ça, mais il faut que ça soit juste ancré en fait dans le quotidien. Et alors, donc aujourd'hui, cette animation, tu arrives bien à le faire, mais on s'aperçoit quand même sur des gens qui ont l'habitude depuis des années, qu'il y a une évolution. Et je le pose à chaque fois dans ce podcast parce que ça m'intéresse m'intéresse de voir la perception des différents intervenants. Donc une certaine Facebookisation de LinkedIn. Aujourd'hui, pour toi, est-ce que tu arrives encore à faire cette différence sur les réseaux sociaux entre vie perso et vie professionnelle? Alors moi, j'ai jamais, posté de choses personnelles. Ou alors, si je l'ai fait, c'est vraiment au tout début, début. Mais, je pense que oui, depuis, depuis vraiment plusieurs années, voire, 7-8 ans, je ne poste pas de choses personnelles. J'utilise les réseaux sociaux pour faire du business, c'est tout. Je je Pour moi, c'est un outil pour, faire du business. Donc ma vie privée, je la garde privée puisque je ne partage rien et que pour moi, ces réseaux sociaux-là, c'est vraiment, du business. J'ai lu récemment d'ailleurs qu'une personne sur 9 récemment avait eu des avances sur LinkedIn. Donc je me dis: «Oui, effectivement, tu as raison, la facebookisation de LinkedIn est un peu étonnante» parce que finalement, on utilise les réseaux sociaux pour, tu vois, à quelle fin, quoi? Ouais. En tout cas, moi, ma ligne de conduite personnelle, c'est je ne les utilise uniquement que pour faire du business. OK. Et alors justement, toi, tu as une fréquence, tu t'imposes, comme tu dis, tu es une sorte de ligne éditoriale, tu t'imposes une fréquence dans ta prise de parole sur, les réseaux sociaux? Alors, je m'impose pas, mais je le fais au quotidien. En revanche, ce que peut-être je m'impose, ou en tout cas ce qui me semble essentiel, c'est, d'être, d'abord d'être authentique, d'être cohérent dans sa présence en ligne, et puis, de poster autant que de partager
et autant que d'interagir. J'aime pas l'idée que comme ça on poste des choses pour juste faire de l'autopromo et ne rien donner à sa communauté ou en tout cas les gens avec qui on est connecté. Et ça pour moi c'est essentiel. C'est donc tous les jours, hein, en tout cas quand j'ai quelque chose à dire, et je le fais en mettant en avant mon entreprise, les partenaires, les clients, et valoriser en fait tous ceux qui m'entourent, et pas juste uniquement faire de l'autopromo parce que ça j'aime pas. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, tu côtoies beaucoup de leaders d'opinion de différents niveaux. Et je voulais en savoir un petit peu plus sur les coulisses. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu côtoies ces personnes-là, tu t'aperçois qu'ils sont aidés pour prendre la parole? Est-ce qu'ils sont accompagnés en interne, en externe? Est-ce qu'il y a beaucoup de préparation? Comment les choses se passent dans la perception aujourd'hui de ces leaders d'opinion et de leur prise de parole en ligne? Mais bien sûr, et je pense que c'est essentiel d'être, d'être accompagné, de regarder, d'avoir des professionnels de la communication. Chaque mot compte, chaque message, chaque visuel est essentiel. La communication est une arme majeure qu'on sous-estime. D'ailleurs, tout le monde a un point de vue, de communicant, mais il y a très peu de bons communicants et de gens qui font ce travail, de façon, voilà, minutieuse. C'est essentiel. Moi, je vérifie ce que je dis, je le remanie, voilà, je fais attention à ce que les choses soient dites et soient bien dites. Et donc oui, c'est un métier à part entière. Et tout le monde n'a pas une plume, tout le monde n'est pas un communicant, parce que c'est aussi une grande partie de ces réseaux sociaux, c'est de communiquer à fin business, à fin d'engagement, etc. Mais en tout cas, c'est de communiquer. Et pour ça, il faut s'entourer des meilleurs, il faut s'entourer des gens dont c'est le métier, parce voilà, il y a une dynamique particulière qu'il faut appréhender à sa juste valeur. Alors ça, c'est effectivement très, très intéressant ce que nous partages ton expérience. Alors je voulais revenir justement sur, ce point-là, juste un petit point d'actualité puisqu'il y a eu une étude récente, par, la plateforme qui s'appelle Amazing Content pour les prises de parole, donc LinkedIn et Twitter, donc X maintenant, dans le secteur du B2B et de la tech, qui donne quelques informations, intéressantes que je voulais, juste partager, aujourd'hui avec, nos auditeurs, pardon. D'une manière générale, en partageant leur expertise sur les réseaux sociaux, les dirigeants donc du secteur B2B et tech font rayonner la capacité d'innovation et de performance de leur entreprise. Mais il y a aujourd'hui, en tout cas pour cette étude, 4 règles à respecter. La première, c'est être authentique. La deuxième, être pertinent. La troisième, être régulier. Et enfin, tu l'as bien signalé tout à l'heure, être interactif. C'est souvent un des points qui est oublié. Effectivement, les réseaux sociaux ont besoin d'interactivité et d'échange. Et c'est un point qui est important aussi pour les algorithmes de ces réseaux sociaux. Mais si on revient sur les leaders d'opinion donc, que tu côtoies, leur prise de parole aujourd'hui, ben, souvent on constate qu'elles sont d'une manière très institutionnelle, où aujourd'hui, est-ce qu'on arrive, à ton avis, à être vraiment dans l'humain quand on est un leader d'opinion? Alors, je pense qu'en tant que leader d'opinion, chef d'entreprise, etc., on a on se doit enfin, on doit une certaine exemplarité. Et donc pour ça, c'est important de s'entourer de communicants pour bien le faire. Hem, je pense que ceux qui arrivent à bien communiquer sont ceux qui arrivent à mettre leur entreprise en valeur, pas seulement eux-mêmes, et ceux qui, oui, en fait, c'est le principe de la vie. Heu, on on donne, et plus on donne, plus on reçoit, et c'est ça aussi le principe des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est simplement un miroir comme ça de la vie de tous les jours. On se connecte, on échange, on partage, et on valorise, ceux qui travaillent autour de nous, et on valorise, nos idées, et on le fait de façon, le plus
plus humainement possible. Ça, c'est pour moi, c'est important, ouais. Ouais. Alors justement pour revenir à ces personnes, est-ce que tu aurais, pour toi, des noms de dirigeantes ou de dirigeants, qui seraient à suivre en fait, sur, les réseaux sociaux? Alors, bah, il y a plusieurs noms en tête. D'abord, Nathalie Collin parce qu'elle communique de façon très personnelle, mais aussi elle partage beaucoup d'informations. Donc elle donne beaucoup à son réseau, beaucoup d'articles et cetera. Donc elle nourrit comme ça, elle me nourrit et c'est une grande source d'inspiration. Marie-Aude Dubanché, aussi, qui, est une grande communicante et quelqu'un avec qui j'ai énormément appris au fil des années et que voilà, je trouve une grande professionnelle de la communication. Il y a Qui est aussi aussi du groupe La Poste, hein, qui est aussi pour le et bien préciser, qui est sûr, aussi du groupe La Poste, ouais. absolument, DGA du groupe La Poste, Marie-Aude et puis, bah, Christelle Bory, PDG d'Eramet, Virginie Morgon qui prend la parole sur LinkedIn, de façon remarquable. Alors je pense aussi à Élodie Pertuiseau parce qu'Élodie, qui est donc la CEO de Carrefour, Espagne, qui est en charge du digital, à chaque fois qu'elle prend la parole, elle prend la parole pour parler de son entreprise et de ses équipes. Et je trouve que voilà, ça fait du bien de voir des femmes qui s'engagent à mettre en avant pas juste soi, mais les autres. Et puis, je suis aussi beaucoup Laurence Lafont, qui est VP IMIA de Google Cloud, et qui, voilà, qui m'inspire aussi également. Mais Barbara Sessa de Mastercard, Cécile Friedrich de chez Lombard-Odier, voilà, toutes ces femmes en fait qui sont engagées. Alors, j'ai pas cité d'hommes, mais est-ce que c'est voulu? Mais toi, C'est pas Patrice, grave, c'est pas grave, toi, c'est pas Patrice, grave. je te suis depuis des années et tu es remarquable dans ce que tu fais et la façon dont tu écris aussi. C'est gentil. Alors, bien sûr, on vous mettra, hein, pour, les gens qui sont aujourd'hui les auditeurs qui veulent, suivre ces personnes, on vous les mettra dans les notes de l'émission pour que vous puissiez très facilement retrouver, ben, ces femmes. Parce qu'aujourd'hui, c'était aussi important, voilà, que, tu sélectionnes, les femmes, qui étaient pour toi, en tout intéressantes à suivre. Mais justement, on parle justement des femmes. Aujourd'hui, nous allons revenir justement sur cette différence homme-femme. Alors, pour toi aujourd'hui, est-ce que, aujourd'hui, une femme ou un homme, peuvent prendre de la même manière la parole sur les réseaux sociaux, aujourd'hui? C'est marrant comme question. Ouais. Bien sûr, enfin, il y a pas de, il y a pas de différence en fait. Chacun en fait a sa propre voix, ses perspectives qui lui sont uniques. Donc, j'ai pas le sentiment qu'il doit y avoir une différence entre une prise de parole masculine ou féminine. Euh, il y a des femmes et des hommes journalistes absolument remarquables qui partagent beaucoup, bah, bien sûr, leurs articles. Je pense à Charlie Perrault, des Échos, etc., qui sont, voilà, qui partagent et qui font vivre en fait leur voix, et qui le font. Donc, il me semble pas qu'il y ait une différence sur Alors, ce. je vais peut-être préciser ma question. Pour toi, aujourd'hui, est-ce que, les femmes sont-elles traitées de la même manière par les communautés? Tu vois, on voit, récemment, l'exemple des attaques, sexistes suite à l'accident, de course causé par une pilote du Grand Prix, Explorer des influenceurs au Mans. On a constaté effectivement des débordements très importants. Est-ce que pour toi, justement, il y a donc à ce moment-là, plutôt un traitement différent des communautés parce que c'est une femme, par exemple, qui prend la parole sur les réseaux sociaux? En fait, les réseaux sociaux, c'est juste le reflet de la société. Donc, si on a une société qui est machiste et qui peut se permettre de juger qu'une femme conduit mal, et ça nous renvoie à cette espèce d'inconscient collectif que les femmes conduisent moins bien que les hommes, et on le pointe du doigt, etc., ça met simplement en lumière qu'il y a un problème dans la société en général. Et les réseaux sociaux vont juste, en fait, exacerber en fait cette problématique. Donc effectivement, dans ce cas-là de Manon Lanza au dernier GP Explorer, eh bien voilà, on dit qu'elle voilà qu'elle fait une activité dite masculine. Depuis quand conduire une voiture c'est masculin. Donc c'est violent, c'est violent pour les hommes et pour les femmes, hein, d'être agressé, harcelé.
digitalement, dans la vraie vie, et cetera. Ça montre bien qu'il y a, cette persistance comme ça des stéréotypes de genre, du sexisme dans notre société. Et donc c'est important de le condamner fermement, ces attaques sexistes et discriminatoires, voilà, d'avoir une voix là-dessus et de dire à chaque fois qu'il nous est permis de le faire que ce n'est pas acceptable et que, voilà, ça crée comme ça, quelque chose qui montre du doigt qu'il y a quand même un problème dans la société encore aujourd'hui. Ouais. Alors justement, pour aller encore plus loin dans le détail de ma question, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il justement, il y a une différence générationnelle aussi entre les femmes, dans leur prise de parole en ligne? Alors oui, il y a une différence générationnelle, clairement, qui est perceptible, et ça, c'est aussi lié, pas juste à la différence générationnelle, mais à la différence, d'études, la différence de d'où on vient, donc il y a bien sûr, il y a une différence. Je trouve que, hem la génération Z, les milléniaux, les millennials, ont grandi en fait finalement avec internet et les médias sociaux et que moi je vois, hein, j'ai un fils de 21 ans et je l'ai vu évoluer. Il utilise les réseaux sociaux, pour communiquer, pour, se donner rendez-vous et cetera. Nous, notre génération à nous, elle est très très différente. Mais, sur la différence générationnelle entre les femmes dans leur prise de parole en ligne, il me semble que, il y a quand même, et c'est ça qui est important, une grande différence dans les propos et c'est tant mieux, parce qu'on a justement besoin d'avoir cette, voilà, cette panoplie comme ça de voix. Chaque voix de femme, est différente et les femmes un peu plus âgées qui, voilà, ont aujourd'hui un peu réussi à s'imposer dans un univers, quand même très masculin, quoi qu'on en dise, dans le milieu de l'économie, de la tech et cetera, politique, enfin, se doivent d'aider les plus jeunes. Ce sillon comme ça de la réussite dans lequel elles doivent amener, ces jeunes femmes qui, peut-être quelquefois prennent moins la parole ou moins facilement la parole et utilisent plutôt les médias sociaux, sont moins familières avec la façon de gérer les réseaux sociaux d'un point de vue business. Et donc on se doit de leur montrer le chemin. Ça c'est certain. Eh ben, écoute, ça sera sur ces mots-là qu'on va aujourd'hui, s'arrêter là et merci encore 1000 fois Delphine, de ces échanges et de ta participation au podcast Leader Advocacy du site leaderadvocacy.com. À tous nos auditeurs, je vous propose, n'hésitez pas à partager ce podcast si ça vous a intéressé, à mettre une note, sur, les plateformes de streaming parce qu'effectivement ça nous aide à nous faire découvrir, et puis, le prochain podcast, eh ben, écoutez, on se retrouvera le 17 octobre pour une nouvelle rencontre autour de la leader advocacy. Merci encore Delphine et puis bah, écoute, à une prochaine fois sur les réseaux sociaux. Merci à toi. À très bientôt Patrice et bravo.